J'avais englouti toutes mes économies dans le mariage de mon fils, espérant que cela réparerait notre lien brisé. Mais le jour où il s'est marié, sa nouvelle femme m'a hurlé des injures, m'accusant d'essayer de le contrôler. Et mon fils est resté là, silencieux, puis m'a demandé de partir. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il me restait une dernière facture à payer. Et ce n'était pas la leur. Avant de plonger plus loin, n'oubliez pas de vous abonner pendant que vous écoutez. Et faites-nous savoir en commentaire d'où vous nous écoutez. Maintenant, respirez profondément et écoutez attentivement. Voici mon histoire. Le silence chez moi était devenu une chose palpable. Un linceul lourd tissé d'années de non-dits et d'adieux-tu. Je m'appelle Éléonore Dumont, 78 ans, veuve depuis 15 ans. Ma maison victorienne à 2 étages à Neuville-sur-Orge, autrefois animée par les rires tonitruants d'Armand et les gazouillements d'enfants d'Olivier, ne résonnait plus que des craquements du plancher et du ronronnement du réfrigérateur. Mes genoux me faisaient un mal, annonçant la pluie. Mais la météo importait rarement maintenant. En passant devant la cheminée, mes doigts ont tracé le verre poussiéreux de la photo de mariage d'Armand. Que Olivier était arrivé 2 ans après notre mariage. Nous l'adorions, l'avons élevé avec amour. Il était poli, excellait à l'école, rêvait d'ingénierie comme son père. Mais tout a changé quand Armand est mort. Un cancer du poumon l'a emporté rapidement, laissant un vide béant. Olivier, alors âgé de 37 ans, déjà établi dans les assurances, marié à Claire, a semblé se retirer, même aux funérailles. Je me souviens de son regard lointain, alors que le cercueil d'Armand était descendu. Un contraste frappant avec mes larmes. Il m'a regardé au travers, pas en face. Ce soir-là, après le départ du dernier invité, j'ai tendu la main. « Maman, j'ai 40 ans », avait-il répondu, dédaigneux. « Tu ne peux pas t'accrocher au passé. » Ces mots furent la première fissure dans notre lien. 3 ans plus tard, son divorce avec Claire, une femme gentille et naïve, a creusé le fossé. Louis, leur fils de 10 ans, passait plus de temps avec sa mère. Les appels d'Olivier sont devenus éphémères, ses visites plus rares. Quand il apparaissait, il avait les yeux rivés sur son téléphone. Ses conversations limitées aux promotions, aux bonus, à une nouvelle voiture. Le lien authentique, la chaleur, avait disparu, remplacé par une indifférence polie. Un après-midi, j'ai essayé de combler le fossé. « Olivier, mon chéri, nous sommes devenus des étrangers. » Il a levé les yeux, perplexe. « De quoi parles-tu, maman ?»« J'appelle, je viens. Que veux-tu de plus ?»« De l'attention, mon fils. De la vraie attention. » Il a soupiré, comme si j'étais un fardeau. « J'ai un travail, une vie. Je ne peux pas rester assise ici pendant des heures, à parler des voisins ou de la télé. Ce n'est pas ce que je veux dire. » Il m'a coupé net. « Tu as toujours été comme ça, toujours à en demander plus. » Papa comprenait ça, mais pas toi. Ces mots ont piqué, un rejet cruel de tout le travail de ma vie. J'avais travaillé comme infirmière, pour qu'il ait tout. Je me suis privée quand Armand était malade pour ses médecins. J'ai même aidé pour l'apport de la maison d'Olivier. Mais une mère ne tient pas un registre des bonnes actions pour son enfant. N'est-ce pas? J'ai juste ravalé ma douleur. Au fil des années qui s'estompèrent, les appels d'Olivier se terminaient toujours de la même façon. Une demande d'argent. Réparation de toit, vacances anti-stress, nouveaux meubles. J'ai toujours donné. Jamais dit non. C'était peut-être mon erreur. Trop donné. Trop pardonné. Mais les mères n'étaient-elles pas censées donner? N'était-ce pas pour cela que j'avais économisé? Louis, mon petit-fils, est devenu ma seule consolation. Il venait souvent, aidait au jardin, écoutait mes histoires. Il m'a patiemment appris à utiliser un smartphone et un ordinateur. « Mamie, tu dois te tenir au courant. » avait-il insisté.
me montrant les appels vidéo. Grâce à lui, j'ai appris les réseaux sociaux. J'ai même commencé un blog de jardinage. C'était un petit sanctuaire. Louise est allée à l'université, mais nous avons gardé notre lien vivant grâce aux appels vidéo. Il possédait la sincérité qui manquait à Olivier. Le printemps dernier, Louis a lâché une bombe. « Mamie, papa va se marier. » J'ai été surprise. « Avec qui ?» « Béatrice. Elle travaille au cabinet dentaire. Ils se voient mais depuis 1 an. Ils ont gardé ça secret. Je me suis vaguement souvenue d'une mention de Béatrice lors d'un appel. Est-elle bien ? Ai-je demandé. Louis a haussé les épaules. Autoritaire, doucereuse avec papa, mais une toute autre personne quand il avait le dos tourné. Il a alors baissé la voix. Ils veulent un mariage très cher. Papa a dit qu'il te demanderait de l'argent. Une amertume familière est montée en moi. Olivier n'appellerait pas lui-même. Il a envoyé Louis. « Mamie, tu n'es pas obligée, » a insisté Louis. « Tu as tes propres projets. L'argent est pour les vivants, pas pour les fichus morts. » Ai-je essayé de plaisanter. « Si ton père a besoin d'aide, je l'aiderai. » Louis a secoué la tête. « Parfois, tu es trop gentille. » Peut-être. Mais que pouvais-je faire d'autre ? J'espérais encore que ce mariage nous rapprocherait, que Béatrice apporterait le vrai bonheur à Olivier. 1 semaine plus tard, Olivier a appelé. Sa voix était tendue, excessivement joyeuse. « Maman, comment va ta santé ?» Après les salutations habituelles, il a finalement révélé sa nouvelle. « Je me marie avec Béatrice. Elle est merveilleuse. » Il s'est empressé de me donner les détails. Le manoir des charmes, 100 invités, musique live. Puis est venue la demande. J'ai eu des difficultés financières. De combien as-tu besoin ? Il a nommé un chiffre, 3 fois ce à quoi je m'attendais. Le manoir des charmes était scandaleusement cher. Je sais, maman, mais Béatrice mérite le meilleur. C'est un second mariage pour elle, mais elle veut le faire en grand. Nous savions tous deux qu'il ne me rembourserait pas, comme il ne l'avait jamais fait. Mais j'ai dit oui, parce que c'était mon fils, parce que j'espérais. D'accord, Olivier, je vais t'aider. Tu es la meilleure. Béatrice sera si heureuse. Il a appelé plus souvent après cela. Une avalanche de détails sur le mariage, sur Béatrice, sur sa fille Chloé. Je me suis dit que nous nous rapprochions, même si je savais que son intérêt était lié à mon argent. 1 mois plus tard, Olivier a amené Béatrice chez moi. Elle était jolie, avec un maquillage éclatant et des yeux froids. Elle m'a à peine regardée, son regard balayant ma pendule ancienne. Mon service à thé en argent. Jolie chose, ça doit être cher. Nous avons bu le thé pendant qu'elle égrenait les détails de la robe, des fleurs, du menu. « Y a-t-il autre chose que je puisse faire, à part financer ?» ai-je demandé. « Oh, ne vous inquiétez pas, Éléonore » a dit Béatrice en me tapotant le bras, un geste condescendant. « À votre âge, il est préférable de vous reposer. Nous nous occupons de tout. » Elle m'a donné une accolade sèche et formelle en partant. « Si heureuse que vous soyez à notre mariage, Éléonore. » Cela compte beaucoup pour Olivier. La subtile implication m'a piqué. On me faisait une faveur, celle d'assister à un mariage que je payais. Alors que je regardais leur voiture disparaître, une sombre prémonition s'est installée en moi. Ce mariage, je le craignais, n'apporterait aucun bonheur. Louis a appelé plus tard, sa voix teintée d'ironie. « Comment s'est passée la rencontre avec votre future belle-fille ? Elle est énergique ?» ai-je répondu, évitant de juger. « Faites attention, mamie. Elle sait charmer quand elle veut quelque chose. Je n'ai rien d'autre à lui donner que de l'argent. » Ai-je dit. « Ce n'est pas seulement de l'argent, mamie. » La voix de Louis est devenue sérieuse. Elle veut contrôler tout autour de papa, y compris vous. Je suis trop vieille pour ça. Ai-je plaisanté, mais au fond de moi,
Une réalisation glaçante s'est emparée de moi. Quelque chose avait commencé. Une boule de neige qui dévale une montagne, prenant une vitesse irrésistible. J'étais simplement une observatrice, impuissante. Le téléphone a sonné à nouveau, le nom d'Olivier s'affichant à l'écran. J'ai pris une profonde inspiration, appuyant sur le bouton de réponse, totalement inconsciente que le vrai délitement ne faisait que commencer. Avez-vous déjà ressenti la piqûre amère de savoir que vous étiez utilisé, mais incapable d'arrêter la marée de trahison qui montait autour de vous? Le manoir des charmes se dressait, grand et imposant, un monument au mariage extravagant dont je réglais la note. Mes genoux douloureux me rappelaient constamment mes 78 ans. Pourtant, j'ai franchi l'entrée majestueuse à 10 heures du matin, 2 heures en avance, espérant simplement aider. Olivier avait appelé, sa voix pressée et impatiente, me disant que Mademoiselle Dubois était occupée, que je ne devais pas être en retard. Je me suis sentie comme une enfant, rejetée. Mademoiselle Dubois, vive et posée, m'a rencontrée dans le hall, surprise par mon arrivée précoce. Elle m'a poliment dirigée vers la bibliothèque, suggérant que je me repose. « Où est Olivier ?» ai-je demandé, un pincement de douleur dans ma poitrine. « Il se prépare dans l'aile est », a-t-elle répondu, l'excitation d'avant-mariage. Mon propre fils ne voulait pas me voir avant son grand jour. Et Béatrice ? Mademoiselle Malcolm et ses amis sont dans l'aile ouest, compagnie strictement féminine, a ajouté Mademoiselle Dubois, son sourire professionnel, impénétrable. J'étais déjà isolée. À contre-cœur, je me suis retirée à la bibliothèque, me sentant piégée. 20 minutes plus tard, une jeune serveuse a apporté du thé, mentionnant que la mariée avait déjà changé 2 fois les arrangements floraux et qu'il y avait un problème avec la couleur du glaçage du gâteau. La perfection, semblait-il, avait un prix élevé et une mariée exigeante. J'ai décidé que je ne resterais pas cachée. J'avais payé pour ce spectacle. J'avais le droit de le voir. Le hall principal avait été transformé. Des lustres de cristal scintillaient au-dessus des tables dressées, d'argent et de lavande. J'ai trouvé ma table dans le coin le plus éloigné, comme je m'y attendais, près de la sortie de la cuisine. Symbolique, l'assistante de Mademoiselle Dubois m'a redirigée vers une place au premier rang pour la cérémonie, une petite victoire creuse. Au fur et à mesure que les premiers invités arrivaient au compte-gouttes, j'ai remarqué que beaucoup étaient plus jeunes, plus riches. J'ai reconnu les proches de Béatrice, la même posture confiante, les mêmes regards évaluateurs. La musique a enflé et Olivier est apparu, beau mais tendu. Nos yeux se sont croisés brièvement, une lueur de quelque chose d'indéchiffrable dans les siens. Puis il a détourné le regard. La musique a changé, et Béatrice a descendu l'allée, une vision en ivoire et cristaux. Son visage était triomphant. Elle avait obtenu tout ce qu'elle voulait. La cérémonie s'est déroulée sans accroc. Une performance parfaitement scénarisée. J'ai essuyé une larme, alors qu'Olivier prononçait ses vœux, me forçant à être heureuse pour lui. Ensuite, dans le jardin, j'ai regardé Olivier et Béatrice accepter les félicitations. Quelques bonjours polis, puis j'étais à nouveau seule, une étrangère à la célébration de mon propre fils. Puis Louis. Il s'est frayé un chemin à travers la foule, me serrant dans ses bras. « Enfin, je vous trouve, mamie. Vous êtes magnifique. » Il le pensait, mais ses yeux ont rapidement balayé la foule scintillante. « Avez-vous rencontré les proches de Béatrice ? Ils sont près de la fontaine, comme des royaux. »« Non. » ai-je haussé les épaules. « Les jeunes mariés sont occupés. »« Occupés ?» Louis a reniflé. « Tout ce que Béatrice fait, c'est poser pour des photos. Elle aurait pu prendre 1 minute pour vous présenter. Louis, s'il te plaît. » L'ai-je averti. C'est leur journée. Il a accepté de rester avec moi, mais je l'ai renvoyé auprès de ses amis. J'étais à nouveau seule,
la vaste étendue du jardin et sa décoration exorbitante qui m'oppressait. L'appel au dîner a retenti. J'ai trouvé ma table dans le coin éloigné du hall, avec d'autres invités plus âgés. Des parents éloignés de Béatrice, probablement, également bannis de la table d'honneur. Le dîner était exquis, les vins chers, mais je n'ai rien savouré. Mon regard est resté fixé sur la table principale, où Olivier et Béatrice riaient avec sa famille, un nouveau cercle, impénétrable. Pas une seule fois Olivier n'a jeté un regard dans ma direction. Après le dessert, les toasts ont commencé. Le père de Béatrice a parlé le premier, plein d'une grandiloquence fière. Puis le témoin, racontant des anecdotes sur Olivier. Tout le monde a été mentionné, les parents de Béatrice, sa fille, même leur chien. Pas un seul mot sur moi. J'ai ressenti une vague vertigineuse d'amertume, une douleur aiguë, d'inutilité. J'ai titubé sur la terrasse pour prendre l'air. Je voulais disparaître, effacer cette journée. « Ah, vous voilà !» La voix aiguë de Béatrice perça la fraîcheur du soir. Elle vacillait sur ses talons, empestant le champagne, son masque triomphant brisé. « Vous avez gâché mon mariage !» J'ai regardé stupéfaite. « De quoi parlez-vous ?» Vous êtes venu paquette 2 heures en avance, fourrant votre nez partout. Et maintenant vous faites un drame dehors, alors que tout le monde nous cherche pour couper le gâteau. Sa voix monta, attirant l'attention. Ne faites pas semblant. Vous avez essayé de gâcher ma journée depuis le début. Béatrice, calmez-vous. Ai-je essayé, ma voix tremblante? Je n'ai pas voulu gâcher quoi que ce soit. Je voulais juste... Taisez-vous, a-t-elle hurlé, le son résonnant. Je sais ce que vous faites. Marc m'a dit comment vous le contrôliez, l'étouffiez. Mon sang s'est glacé. Mon fils a dit ça? Ce n'est pas vrai. Vous vouliez qu'il dépende toujours de vous. A-t-elle ricané, sa voix lourde de mépris. Mais maintenant, il m'a. Vos manipulations ne fonctionneront plus. Une petite foule s'est rassemblée, leurs chuchotements comme des poignards. Béatrice, s'il vous plaît, ai-je plaidé, tendant une main. Ne faisons pas de scène. Ne me touchez pas. Elle a reculé, dégoûtée. Oui, c'est ma journée. Une journée que vous essayez de ruiner par votre présence. Olivier est apparu, alarmé. Que se passe-t-il? Béatrice a pointé un doigt tremblant vers moi. Votre mère, elle est venue ici pour perturber la découpe du gâteau. Olivier s'est tourné vers moi. Ses yeux remplis d'agacement, non pas de compréhension. Maman, pourquoi es-tu ici? Tout le monde attend. Je prenais juste l'air. Ai-je répété, les larmes piquantes? Je ne savais pas qu'il vous cherchait. Vous voyez? Béatrice a serré le bras d'Olivier. Elle est dans le déni. Agression passive. Vous l'avez dit vous-même. J'ai regardé Olivier, m'attendant à ce qu'il la contredise. Mais il est resté silencieux, les yeux baissés. Olivier? Ma voix était à peine audible. Tu penses vraiment ça? Il a finalement levé les yeux. Son regard dénué d'amour ou de gratitude. Seulement de la lassitude et de la frustration. Peut-être devrais-tu vraiment partir, maman, a-t-il dit doucement. Tu as vu la cérémonie et Béatrice est contrariée. Quelque chose en moi s'est brisé. Le dernier fil qui me reliait à mon fils. D'accord. Je me suis redressée, rassemblant le dernier lambeau de dignité. Je m'en vais. Félicitations à vous deux. J'ai marché lentement vers la sortie, sentant les regards des invités choqués. Personne ne m'a arrêté. Personne n'a dit un mot. Seul Louis, apparaissant dans l'embrasure de la porte, a essayé de s'approcher. Mais j'ai secoué la tête. Je ne le laisserai pas se quereller avec son père à cause de moi. Au vestiaire, j'ai récupéré mon sac à main et mon châle. Le portier a hélé un taxi, évitant mon regard. La nouvelle du scandale s'était visiblement répandue. Pendant que j'attendais, Mademoiselle Dubois s'est approchée, l'air sincèrement préoccupé. « Madame Dumont, je suis tellement désolée de tout cela. Peut-être demain matin.
Quand tout le monde se sera calmé, « Tout va bien, mademoiselle Dubois », l'ai-je interrompu. Certaines choses ne se réparent pas avec des excuses. Mais les factures, a-t-elle hésité. Le décompte final, nous en parlerons demain. Ai-je souri avec lassitude. Pour l'instant, je voulais juste rentrer chez moi. Le taxi est arrivé. Tandis que nous partions, j'ai jeté un dernier regard aux fenêtres éclairées du manoir des Charmes. Les festivités continuaient sans moi, la musique, les rires. C'était comme si je n'avais jamais existé dans la vie d'Olivier. Avez-vous déjà ressenti une humiliation publique si intense qu'elle a rompu un lien que vous pensiez incassable? Le lendemain matin, une clarté glaçante s'est installée en moi, plus lourde que toute douleur physique. La brutale réalité de la veille persistait. Mon téléphone, éteint depuis la veille, vibrait de messages urgents. 12 appels manqués, 8 SMS d'Olivier. Des supplications frénétiques concernant des problèmes de facturation, des accusations de sabotage et un dernier avertissement cinglant. Je suis en route, sois là dans 30. Une résolution froide et inébranlable s'est forgée. Non, je ne paierai pas le solde restant du manoir des Charmes. Pas après cette humiliation publique. Je n'étais plus leur distributeur de billets illimités. Ça suffit. L'insistance aiguë de la sonnette a annoncé son arrivée. Olivier a fait irruption, échevelé, les yeux flamboyants de fureur, non de remords. Il a déversé un torrent d'accusations. J'ai affronté sa rage avec calme. Ma promesse de payer était conditionnelle à ma qualité d'invité bienvenu. Sa femme s'était assurée que je ne le sois pas, et il l'avait permis. Il a balbutié des excuses, blâmant les nerfs de Béatrice exacerbés par le champagne, puis a déformé ma position en chantage. Il a fulminé contre sa réputation ruinée. Ma réponse tranquille. Chaque action a des conséquences. Ils ont fait leur choix. Maintenant, ils doivent vivre avec. Son indignation l'a étouffé. Il ne pouvait pas payer. C'était une honte. Je lui ai rappelé leur revenu substantiel. « Tu m'as utilisé », ai-je déclaré, imperturbable. Puis tu m'as jeté quand je suis devenue gênante. Il a tenté la culpabilité, mentionnant Louis, m'accusant de détruire notre famille avec ton égoïsme. Ce mot, égoïsme, une vie d'accusation. Va-t'en, Olivier, ai-je ordonné. Il a claqué la porte. Sur le mur, notre vieille photo de famille s'est écrasée, le verre volant en éclats. Pas de larmes, juste un soulagement profond. Avez-vous déjà trouvé un pouvoir si libérateur en disant simplement non? Même lorsque cela brise le passé? L'éclatement du cadre photo a résonné dans le vide soudain de la maison. Une ponctuation étonnamment appropriée à la sortie dramatique d'Olivier. J'ai ramassé le cadre en bois fracturé, retirant soigneusement la photo, Armand, le petit Olivier, et moi, souriant lors d'un pique-nique. Aucune larme n'est venue, seulement un vide étrange, presque libérateur. C'était comme si un abcès douloureux, suppurant depuis des années, avait enfin éclaté. 1 heure plus tard, mon téléphone a vibré. C'était Louis. « Mamie, tu vas bien? Papa vient de partir. Il est furieux. » Sa voix était teintée d'inquiétude. « Je vais bien, mon chéri, » ai-je répondu, et c'était la vérité. Mais ton père, lui, ne semble pas l'être. Il m'a appelé, hurlant à propos des factures et du fait que tu as refusé de payer, a continué Louis, une note d'approbation dans son ton. C'est vrai? Oui, ai-je dit simplement. Je ne paie pas le reste des factures du mariage. Après la façon dont ils t'ont traité, je peux comprendre, a acquiescé Louis. Mais papa est en panique. Le manoir des Charmes menace de les poursuivre en justice s'ils ne paient pas demain. Qu'ils paient eux-mêmes, ai-je déclaré, ma voix ferme. Ils ont les moyens. Ils devront peut-être reporter leur lune de miel aux Maldives ou vendre une de leurs voitures.
Mais ils s'en sortiront. Louis a hésité. Mamie, je suis totalement de ton côté. Ce qu'ils ont fait est impardonnable. Mais ne penses-tu pas que cela pourrait entraîner une rupture complète de la relation? J'ai soupiré. Mon chéri, la relation s'est brisée hier, quand ton père a laissé sa femme me chasser du mariage. Tout le reste n'est que conséquence. Tu as probablement raison, a-t-il concédé tristement. C'est juste, je ne veux pas être pris entre deux feux. Et tu ne le seras pas, ai-je dit. Une promesse dans ma voix. Je ne te mettrai jamais dans cette position. Tu peux parler à ton père comme avant. Ma relation avec lui est une chose. La tienne en est une autre. Merci, a-t-il expiré, sincèrement soulagé. Écoute, je veux venir te voir ce week-end, juste pour être ensemble. D'accord? Bien sûr, mon chéri. J'en serais ravie. Après avoir parlé à Louis, j'ai éteint mon téléphone pour une journée de plus. J'avais besoin de temps. Je savais qu'Olivier et Béatrice n'abandonneraient pas leur tentative de me faire payer, par manipulation ou par menace directe. Le lendemain matin, la sonnette a retenti. J'ai hésité, m'attendant à moitié à voir Béatrice arriver, prête à jouer une autre scène. Mais par la fenêtre, j'ai vu une femme d'âge moyen dans un tailleur impeccable, une inconnue. J'ai ouvert la porte. « Madame Dumont ?» a-t-elle demandé, sa voix formelle. « Mon nom est Elisabeth Leblanc. Je représente l'administration du manoir des Charmes. »« Entrez, mademoiselle Leblanc » l'ai-je invitée, m'écartant. Elle a semblé légèrement déconcertée par mon calme. J'attendais votre visite. Elle est entrée dans le salon, ses yeux balayant brièvement le cadre photo brisé. Elle a choisi une chaise, posant un mince dossier sur ses genoux. « Madame Dumont, nous avons un problème avec le paiement du mariage de votre fils. Selon nos registres, vous aviez accepté de couvrir tous les frais, mais hier vous avez refusé le paiement final. J'aimerais mettre les choses au clair. » Ai-je dit, ma voix ferme, n'offrant ni thé ni café. D'un point de vue juridique, mademoiselle Leblanc, je n'ai signé aucun contrat avec le manoir des Charmes. Les arrangements étaient en verbaux entre mon fils et moi. J'ai accepté de payer le mariage sous certaines conditions qui n'ont pas été remplies. Par conséquent, je ne me sens pas obligée de payer le reste. Mademoiselle Leblanc a froncé les sourcils. « Mais vous avez fait un acompte. Cela implique un accord. Cela implique seulement que j'ai fait un acompte. » Ai-je corrigé calmement. « Lequel, soit dit en passant, est non remboursable, comme vous le savez sûrement. Donc, le manoir des Charmes n'a subi aucune perte. Le solde est substantiel. » A-t-elle ouvert le dossier, révélant une somme intimidante. « Votre fils et sa femme affirment ne pas pouvoir le payer. C'est leur problème. » Ai-je haussé les épaules. Ils ont commandé les services. Ils les ont obtenus. C'est à eux de payer. Moi, mademoiselle Leblanc a changé de tactique. « Madame Dumont, je comprends que vous soyez contrariée. Mais pensez à la réputation de votre famille. Si la facture n'est pas payée, nous serons contraints d'aller en justice. Cela deviendra une affaire publique. Cela ne m'inquiète pas. » Ai-je répondu honnêtement, un léger sourire effleurant mes lèvres. À mon âge, la réputation est le cadet de mes soucis. Elle a soupiré, visiblement frustrée. « Très bien, Madame Dumont. Je transmettrai votre position à la direction. Mais je dois vous avertir. Si la facture n'est pas réglée d'ici la fin de la semaine, des poursuites judiciaires seront engagées. » Je comprends. Ai-je acquiescé. Bonne chance. Après le départ de mademoiselle Leblanc, une étrange paix s'est installée en moi. Toute ma vie, j'avais redouté les conflits, m'efforçant de plaire, d'être sage. Maintenant, n'ayant plus rien à perdre, je pouvais enfin être honnête. C'était vraiment libérateur. Ce soir-là, la sonnette a sonné à nouveau. Cette fois, c'était Béatrice, seule. Son visage, d'habitude si composé, était à nu. Pas de maquillage, des vêtements simples,
les yeux rougis par les larmes. « Éléonore, a-t-elle commencé, sa voix rauque, sans préambule. « Nous devons parler. » J'ai reculé, la laissant entrer. Elle s'agitait dans le salon, serrant nerveusement la bandoulière de son sac. « Écoutez, je suis venue m'excuser pour mon comportement au mariage. J'étais nerveuse. J'ai bu trop de champagne. Je n'aurais pas dû dire ces choses. »« Mais vous les avez dites ?» ai-je affirmé, sans l'inviter à s'asseoir. « Oui, et je le regrette. » a-t-elle marmonné, évitant mon regard. C'était une chose terrible à faire. Je comprends pourquoi vous êtes contrarié. Ces excuses semblaient récitées, creuses. Ce n'était pas la femme furieuse de la terrasse, ni l'organisatrice méticuleuse. C'était une actrice, jouant le rôle de la belle-fille repentante. « Que voulez-vous, Béatrice ?» ai-je demandé, sans détour. Elle a cligné des yeux, surprise. Je veux me réconcilier, recommencer, pour Olivier. Et pour les factures à payer, bien sûr, ai-je ajouté, mon regard inébranlable. Son visage a tressailli, le masque glissant, révélant un éclair d'irritation. « Oui, il y a ça !» a-t-elle admis, reprenant rapidement le contrôle. « Mais ce n'est pas seulement une question d'argent, Éléonore. Je veux vraiment une bonne relation avec vous. »« Pourquoi ?» ai-je insisté. « Vous avez bien fait comprendre que je suis une gêne, une invitée indésirable. Pourquoi voudriez-vous une bonne relation avec moi ?» Elle a hésité, clairement mal préparée à une telle franchise. « Vous êtes la mère d'Olivier, une partie de sa vie, ce qui signifie la mienne aussi. Intéressant que vous n'y ayez pas pensé quand vous m'avez chassée du mariage, ai-je rétorqué, ou quand vous avez planifié le plan de table, m'envoyant à une table avec des inconnus, ou quand vous avez exigé que j'achète une nouvelle robe, parce que la mienne ne correspondait pas à votre code couleur. J'admets que j'ai été trop exigeante, a-t-elle dit, faisant une mine pitoyable. Les mariages sont stressants. Et maintenant, vous voulez que je paie pour cette perfection. Ai-je terminé pour elle? Elle a dégluti, luttant contre l'envie de s'emporter. Oui, Éléonore. J'espère que vous paierez les factures comme promis. Mais ce n'est pas la seule raison de ma venue. Je souhaite sincèrement réparer la relation. Non, Béatrice. Ai-je secoué la tête? Vous n'êtes pas sincère. Vous êtes venue ici parce qu'Olivier a échoué. Maintenant, c'est votre tour. D'abord le bâton, maintenant la carotte, très prévisible. Son visage s'est transformé, la dernière façade s'écroulant. « Très bien !» a-t-elle lâché. « Ne jouons pas. Oui, je suis là pour l'argent. Parce que votre fils, mon mari, est désespéré. Nous ne pouvons pas payer ce montant. Si nous ne payons pas le manoir des charmes, ils nous poursuivront en justice. Et cela ruinera la carrière d'Olivier. Est-ce ce que vous voulez? Ce que je veux, Béatrice, vous ne vous y êtes pas intéressée quand vous m'avez chassée du mariage. » Ai-je répondu calmement. « Pourquoi devrais-je me soucier de ce que vous voulez? Parce que ce n'est pas à propos de moi, » s'est-elle exclamée. « Il s'agit d'Olivier, votre fils. Êtes-vous vraiment prête à ruiner sa vie à cause de votre rancune? Ça a ruiné ma vie aussi. » ai-je dit. Mais ça ne vous a pas dérangé. Béatrice a serré les dents. « Vous agissez comme une enfant, œil pour œil? Vraiment? À votre âge? » « À quel âge ?» ai-je rétorqué, ma voix basse mais ferme. « Pensez-vous qu'il est approprié de laisser les autres s'essuyer les pieds sur vous? 70? 80? Ou seulement quand vous serez morte? Vous n'êtes qu'une vieille femme vindicative !» a-t-elle hurlé, perdant tout contrôle. « Olivier avait raison à votre sujet. Vous avez toujours essayé de le contrôler par l'argent. Mais vous savez quoi? Nous pouvons le faire sans vous. Je vendrai ma voiture. Nous ferons un prêt. Mais nous paierons ces fichues factures. Et après, c'est tout. Vous ne nous reverrez plus. Ni nous, ni Louis. » « Louis ?» J'ai haussé un sourcil, mon cœur se serrant malgré moi. « C'est un adulte.
Vous ne pouvez pas l'empêcher de me voir. Nous verrons. » Elle a attrapé son sac et s'est précipitée vers la sortie. Il ne voudra pas ruiner sa relation avec son père pour une vieille femme qui partira bientôt à sa tombe. Sur ces mots, elle s'est envolée, claquant la porte. Je me suis lentement enfoncée dans mon fauteuil. Les menaces concernant Louis m'ont piqué, mais je savais que c'était des paroles en l'air. Mon petit-fils était intelligent, indépendant. Il déciderait par lui-même. Le lendemain, un appel professionnel et poli est venu de l'avocat du manoir des Charmes. Le fond était le même. Payer ou faire face à un procès. J'ai calmement réitéré ma position, mettant fin à la conversation. Puis j'ai appelé mon propre avocat, Maître Leroy, qui s'occupait de mes affaires depuis la mort d'Armand. « Madame Dumont, heureux de vous entendre. » Sa voix chaleureuse m'a saluée. « Que puis-je faire pour vous, Maître Leroy ?» ai-je commencé, mon regard balayant ma maison calme et vide. J'aimerais apporter quelques modifications à mon testament et peut-être me consulter sur une éventuelle action en justice contre moi. Pour la première fois depuis longtemps, je me suis sentie étrangement calme. Je n'agissais pas par peur ou par devoir, mais par un profond respect de moi-même. Que Béatrice me traite de vindicative. Je ne faisais que poser des limites saines, celles que j'aurais dû poser il y a des décennies. Et la bataille pour ma paix venait tout juste de vraiment commencer. Avez-vous déjà atteint un point où vous avez réalisé que retrouver votre dignité valait n'importe quel prix, même une potentielle bataille juridique ou une famille brisée? Un calme étrange et profond s'est installé en moi, remplaçant des années de peur silencieuse. La voix confiante de Maître Leroy au téléphone l'a confirmé. Le manoir des Charmes, confronté à la position ferme de mon avocat, a discrètement retiré sa menace de procès. La bataille s'était terminée, avant même d'avoir vraiment commencé. Une victoire non pas d'agression, mais d'affirmation de soi. Le silence dans ma maison victorienne ne semblait plus lourd. Il était libérateur, faisant écho à ma décision de vendre. Cette vieille demeure, vestige d'un passé qui ne me servait plus, était devenue trop grande pour une seule femme. La vente s'est faite rapidement. Une jeune famille, dont les rires emplissaient déjà les grandes pièces lors de leur première visite, en est tombée amoureuse. Je les ai regardés, un sourire sincère, adoucissant mon visage. La chaise passée a ouvert une porte. Avec le produit de la vente, j'ai trouvé un appartement douillet et lumineux dans un immeuble moderne. Au 3e étage, avec un ascenseur, une bénédiction pour mes genoux et une jolie vue sur le parc de la ville. En quelques semaines, la vieille maison, avec tous ses souvenirs, n'était plus qu'un chapitre lointain. Olivier et Béatrice sont restés silencieux, leur absence un calme saisissant. Louis, cependant, est resté ma constante inébranlable. Il venait chaque week-end, m'aidant à m'installer. Nos conversations plus profondes, plus authentiques que jamais. « Mamie, vous semblez plus légère », a-t-il observé rangeant des livres. Et il avait raison. Je ressentais un profond sentiment de liberté. Cette légèreté m'a propulsée. Je me suis inscrite à un cours d'informatique à la bibliothèque locale. Un pas vers l'adoption de cette nouvelle vie, déchargée. Avez-vous déjà ressenti l'incroyable libération de lâcher prise et de découvrir qui vous êtes vraiment de l'autre côté? Le cours d'informatique a ouvert une fenêtre, non seulement sur la technologie, mais sur un monde que j'avais presque oublié. Grâce à Louis, je ne partais pas de zéro, mais je voulais vraiment le maîtriser. À ma surprise, la salle de classe de la bibliothèque n'était pas remplie de regards vides, mais de visages vibrants et curieux, beaucoup de mon âge, avec leurs propres histoires discrètes. Nous nous sommes vite liés, surtout Dorothée. Elle était une professeure de littérature à la retraite, veuve comme moi, avec un esprit vif et un rire doux qui plissait le coin de ses yeux. Elle vivait à proximité,
Et bientôt, nos leçons d'informatique se sont étendues à des promenades, des séances de cinéma en matinée et des petits déjeuners dominicaux tranquilles au café douillet surplombant le parc. Être avec Dorothée était sans effort, sans jugement, juste deux femmes naviguant un nouveau chapitre, partageant les virages inattendus de la vie. « Tu sais, Éléonore » a dit Dorothée un après-midi, tandis que nous regardions des enfants courir après des cerfs volants dans le parc. J'ai toujours pensé qu'il était trop tard pour commencer quelque chose de nouveau à notre âge. Mais tu m'as fait changer d'avis. J'ai souri, regardant un petit cerf-volant rouge plonger et s'élever. Il n'est jamais trop tard, Dorothée. La seule question est, avons-nous le courage ? Cette question persistait. Si j'avais le courage de me défaire d'une vie entière d'attente, pourrais-je vraiment embrasser une nouvelle raison d'être ? J'ai trouvé ma réponse en faisant du bénévolat à la même bibliothèque, 2 fois par semaine, aidant d'autres seniors à naviguer entre email, appels vidéo et le vaste océan d'Internet. La joie dans les yeux d'une octogénaire envoyant son premier email à un petit enfant ou d'un homme de 75 ans se connectant avec sa famille à l'étranger via Skype était une récompense profonde. Cela me faisait me sentir utile, vital. Mon blog de jardinage, autrefois un petit sanctuaire, a fleuri de manière inattendue. J'avais transformé mon balcon en un havre floral miniature, partageant des astuces de jardinage urbain. Soudain, mes quelques dizaines d'abonnés sont devenus des centaines, puis des milliers. Mamie, vous êtes une vraie star d'Internet. Louis avait ri, m'aidant à configurer plus de réseaux sociaux. Bientôt, vous aurez plus d'abonnés que moi. Sa fierté était un doux baume. Un mardi, pendant un cours, j'ai remarqué un nouveau visage. Un homme âgé, à la barbe grise soignée et aux yeux gentils, attentifs. Il était assis au dernier rang, suivant avec diligence mes explications sur les principes de l'email. Après le cours, il m'a abordé. « Éléonore Dumont ?» a-t-il demandé, une pointe d'incertitude dans la voix. « C'est vous, n'est-ce pas ?» Je l'ai étudié, un souvenir lointain se ravivant. « Oui, et vous êtes Robert Fournier. » Il a souri. Nous avons travaillé ensemble, à l'hôpital central, département de cardiologie. Docteur Fournier. La reconnaissance a fait tilt. « Bien sûr, Docteur Fournier, vous avez changé. Plus vieux, vous voulez dire ?» a-t-il ri, un son chaleureux et résonnant. 20 ans, c'est long. Nous avons parlé. Robert était veuf depuis 3 ans et venait d'emménager à Neuville-sur-Orge pour être près de sa fille et de ses petits-enfants. Lui aussi apprenait l'informatique. « Les emails, ça va », a-t-il dit, « mais les réseaux sociaux sont un mystère. » Alors, je suis venue à vos cours. Il a suggéré de prendre un thé au café. Nous avons passé 1 heure à nous remémorer d'anciens collègues. « Vous avez changé, Éléonore ?» a-t-il dit, son regard étonnamment direct. « Pas seulement votre apparence, vous êtes plus confiante. Avant, vous étiez si discrète. La vie apprend beaucoup. » Ai-je souri, surtout quand on a 78 ans. « Je ne dirais pas 78, » a-t-il rétorqué, un éclat dans l'œil. « Mais 65, peut-être. Vous savez, j'ai toujours pensé que vous étiez une femme séduisante. Mais à l'époque, nous avions tous les deux des familles, des carrières. » J'ai senti un rougissement monter à mes joues. À 78 ans ? Qui l'aurait cru ? « Robert, vous me flattez. »« Pas du tout, » a-t-il insisté. Sérieux maintenant. Je dis juste ce que je pense. Peut-être devrions-nous dîner un de ces jours. Je connais un bon restaurant italien pas loin. J'ai dit oui, surprise par ma propre audace. Un rendez-vous, à mon âge ? C'était inattendu, exaltant. Le dîner fut fixé 1 semaine plus tard. Robert était galant, la conversation légère et facile. Nous avons trouvé des points communs
dans la musique classique, le jardinage, les voyages. À la fin de la soirée, je ne m'étais pas sentie aussi comprise, aussi pleinement vivante, en compagnie d'un homme depuis des décennies. En me raccompagnant, il m'a embrassée sur la joue. « Merci pour cette charmante soirée, Éléonore. J'espère que nous la répéterons. »« Oui, » ai-je souri. Une excitation étrange et oubliée depuis longtemps fleurissant en moi. La vie peut-elle vraiment offrir un second printemps, une chance à l'amour et à la compagnie de s'épanouir à nouveau? Même quand on pensait sa saison passée, nos rencontres sont vite devenues un rythme précieux, tissant une nouvelle mélodie dans ma vie tranquille. Nous allions au cinéma, au théâtre, à des concerts. Parfois, nous nous promenions simplement dans le parc, le parfum des lilas en fleurs embaumant l'air, ou nous nous asseyions sur mon balcon, parlant de tout et de rien. Robert était attentionné, un brillant orateur avec un esprit vif et un grand sens de l'humour. Il ne précipitait jamais les choses, respectant toujours mon espace, mon rythme. Louis était absolument ravi. « Mamie, vous rajeunissez à vue d'œil !» s'est-il exclamé un jour, remarquant ma nouvelle coupe de cheveux et la douce robe lavande que j'avais choisie pour un rendez-vous. Docteur Fournier est un homme chanceux. J'ai juste souri, une chaleur se répandant en moi que je n'avais pas ressentie depuis des années. Notre lien avec Robert n'était pas la passion ardente de la jeunesse, mais une affection profonde et réconfortante. Deux âmes qui avaient vécu de longues vies, comprenant maintenant la valeur précieuse de chaque moment partagé. Un matin de printemps frais, exactement 6 mois après le mariage d'Olivier, Robert a suggéré une virée hors de la ville. Il avait loué une petite voiture, une automatique, plus confortable pour notre âge. Nous sommes partis tôt, la ville s'éveillant à peine, la journée promettant chaleur et soleil. Robert a conduit avec assurance, nous faisant sortir de Neuville-sur-Orge sur une route pittoresque qui serpentait vers la côte. « Où allons-nous » ai-je demandé, admirant les collines verdoyantes. « Vous verrez. » a-t-il souri, les yeux pétillants d'un secret. 1 heure plus tard, nous sommes arrivés dans un petit village de pêcheurs de Saint-Malo. Des rues étroites et sinueuses, des maisons blanches aux volets bleu vif, l'odeur vivifiante du sel et de la mer dans l'air. Cela ressemblait à un autre monde, loin du bourdonnement de la ville. Robert s'est garé sur une petite place et m'a aidé à sortir de la voiture. « Ma sœur vit ici », a-t-il expliqué. Elle a une petite maison qui donne sur la mer. Elle voyage en Europe en ce moment et elle m'a proposé de l'utiliser quand je voulais. Nous avons monté une rue pavée et escarpée jusqu'à une maison blanche, perchée sur une colline. La vue depuis la terrasse m'a coupé le souffle. La mer vaste et scintillante se fondait parfaitement avec le ciel printanier, s'étendant jusqu'à l'horizon. « C'est magnifique ici », ai-je soufflé, incapable de détacher mon regard. « Je pensais que ça vous plairait », a dit Robert doucement, sa main effleurant mon bras. « Quand j'étais enfant, nous venions ici tous les étés avec mes parents. Cet endroit m'a toujours donné un sentiment de liberté et de paix. Nous avons passé une journée magnifique, marchant le long du rivage, ramassant des coquillages irisés et savourant les fruits de mer les plus frais dans un petit restaurant animé. Robert a partagé des histoires de son enfance et je me suis retrouvée à raconter des voyages avec Armand et des souvenirs du petit Olivier. Me souvenir de mon fils n'apportait plus la douleur aiguë et perçante d'autrefois, seulement une légère tristesse persistante pour ce qui aurait pu être mais ne fut jamais. J'acceptais la réalité et cette acceptation apportait une paix intérieure, tranquille et profonde. Alors que le soir peignait le ciel de teintes or et pourpre, nous nous sommes assis sur la terrasse, sirotant un vin léger, regardant le soleil s'enfoncer lentement dans la mer. « Éléonore », Robert s'est tourné vers moi, sa voix sérieuse. « Je veux vous demander quelque chose. »
Mon cœur a battu d'une anticipation inattendue. « Ma sœur !» a-t-il poursuivi. « Elle m'a proposé de m'occuper de sa maison pendant qu'elle est en Europe. C'est pour au moins 6 mois. Je pensais, peut-être aimeriez-vous passer l'été ici avec moi ?» Je l'ai regardé fixement, essayant de saisir l'énormité de sa suggestion. « Vous voulez dire emménager ici ? Pas en permanence ?» a-t-il clarifié. Un doux sourire embellissant ses lèvres. « Juste pour l'été. Le climat est merveilleux, l'air marin. Vos genoux se sentiront mieux. Et j'apprécierais vraiment votre compagnie. Passer un été au bord de la mer, loin de la routine tranquille de la ville, avec un homme qui m'était devenu si cher. Il y a 6 mois, je n'aurais même pas osé rêver d'une étape aussi audacieuse. Mais maintenant, et mon appartement, et le bénévolat, ai-je demandé, ma voix teintée d'une préoccupation pratique. Votre appartement peut être fermé pour l'été, m'a rassuré Robert. Et pour le bénévolat, vous pourriez faire du conseil en ligne. L'Internet ici est excellent. J'ai regardé la mer immense, le coucher de soleil vibrant, puis le visage gentil et plein d'espoir de Robert, sa barbe grise chaleureuse. Et soudain j'ai su, je voulais ça. Je voulais de nouvelles expériences, de nouvelles impressions, de nouveaux sentiments. Oui, ai-je dit simplement, le mot une douce expiration de soulagement. J'aimerais passer l'été ici. Son sourire, radieux, semblait éclipser le soleil couchant. Vous me rendez heureux, Éléonore. Alors que les derniers rayons de soleil disparaissaient à l'horizon, je me suis dit à quel point la vie était vraiment incroyable. À 78 ans, j'entamais un tout nouveau chapitre, libéré de la peur, libéré du regret, avec un cœur ouvert. En rentrant à Neuville-sur-Orge ce soir-là, une certitude étrange et paisible m'a enveloppée. Toutes les pièces du puzzle de ma vie, dispersées et brisées, se mettaient enfin en place. Je ne savais pas ce que l'avenir me réservait, mais j'étais prête à l'embrasser. Les joies, comme les défis. À la maison, un message de Louis m'attendait. Il venait passer le week-end. J'ai décidé de lui parler de mes projets d'été. J'étais sûre qu'il serait content pour moi. Me préparant pour le lit, je suis allée à la fenêtre. Les lumières de la ville scintillaient en dessous. Un reflet du ciel étoilé. Quelque part là-bas, dans une de ces maisons, vivaient mon fils et sa femme. Peut-être qu'un jour, nos chemins se croiseraient à nouveau. Mais pour l'instant, j'étais profondément reconnaissante. Reconnaissante d'avoir trouvé la force de me libérer du cercle des relations toxiques, d'avoir trouvé de nouveaux amis, de nouveaux intérêts et une nouvelle estime de moi-même. Se débarrasser de ce lourd fardeau avait ouvert la porte à une vieillesse paisible et digne. Je vivais enfin pour moi-même, pas pour les attentes tosques des autres. Et c'était le cadeau le plus précieux que je pouvais me faire. « Merci, Armand », ai-je murmuré, levant les yeux vers les étoiles. « Tu as toujours dit que j'étais plus forte que je ne le pensais. » Alors que je m'endormais, la pensée de la mer, de la maison d'été, de Robert et du nouveau chapitre qui commençait à peine a rempli mon cœur d'une chaleur tranquille et profonde. La vraie libération et le bonheur peuvent-ils vraiment fleurir si tard dans la vie, transformant les blessures passées en un avenir de joie et de sens inattendus? L'air matinal dans mon appartement bruissait d'une anticipation tranquille, un contraste frappant avec la tempête d'émotions qui avait jadis consumé ma vie. La visite de Louis ce week-end a apporté un réconfort familier. Il a bondi par la porte, son sourire sincère. « Mamie, vous avez fière allure. » Nous nous sommes installés sur le balcon, le parc de la ville s'étendant en contrebas. L'arôme de mon café se mêlait au jasmin de mes plantes en pot. « Alors, quoi de neuf, mamie ?» a demandé Louis, vraiment intéressé. J'ai pris une profonde inspiration. Robert et moi, nous allons passer l'été au bord de la mer.
dans la maison de sa sœur. Les yeux de Louis se sont écarquillés. Puis un sourire lent et lumineux s'est répandu. « Mamie, c'est incroyable. Vous le méritez. » Il n'avait pas besoin d'en dire plus sur tout. C'est un grand pas, ai-je admis. Un léger frisson me parcourant. « Mais c'est un bon grand pas, n'est-ce pas ?» a-t-il insisté. « Pour vous ? » ?»« Oui, mon chéri, » ai-je confirmé. « Pour moi. Une chance de respirer, d'être simplement... d'être. » Les jours suivants furent une effervescence de préparatifs discrets. Dorothée est venue, ses yeux pétillants. Une romance d'été à notre âge, Éléonore. Qui l'aurait cru? Nous avons ri. J'ai fait suivre le courrier, mis le bénévolat en pause, et donné mes plantes de balcon à Dorothée. Le trajet vers la côte se sentait différent. Un passage. Robert, une main ferme sur le volant, m'a regardé. Prête pour l'air marin, Éléonore? Plus que prête, Robert. Ai-je répondu, les yeux fixés sur la route sinueuse, le scintillement lointain de l'océan. Les maisons blanches du village de pêcheurs sont apparues, accrochées aux collines. Le sel et le vieux bois emplissaient l'air. La maison d'été nous a accueillis. Nous avons marché sur la terrasse. L'océan immense s'étendant à l'infini devant nous. Robert m'a passé le bras autour des épaules. « Paisible, n'est-ce pas ?» a-t-il murmuré. « Plus que je ne l'aurais jamais imaginé, » ai-je avoué. Nous sommes restés là, écoutant les mouettes et les vagues. Plus tard, alors que le soleil plongeait, peignant le ciel, Robert a parlé, sa voix pensive. Il a fallu du courage, Éléonore, pour partir, pour construire quelque chose de nouveau. Je l'ai regardé. Il a d'abord fallu que quelque chose se brise en moi, Robert. La prise de conscience que je ne pouvais pas continuer à me sacrifier. Et maintenant ? A-t-il demandé doucement. Maintenant ? Ai-je commencé, ma voix claire ? Je comprends enfin que « égoïsme » n'était qu'un mot qu'ils utilisaient pas pour me contrôler. Ça, ce n'est pas de l'égoïsme. C'est vivre. Vraiment vivre. Il a hoché la tête. Le passé, les mots d'Olivier, la cruauté de Béatrice, tout s'est estompé. Un écho lointain. J'étais là, dans ce moment, avec un homme bienveillant, traçant un nouveau chemin. C'était mon coucher de soleil, glorieux, riche d'acceptation de soi et de la promesse d'un avenir paisible et digne. Avez-vous déjà trouvé une joie et une liberté inattendues en vous faisant passer en premier, après des années, à faire passer les besoins des autres avant les vôtres? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Nous adorons entendre vos histoires. Et si vous avez apprécié le parcours d'Éléonore, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour plus de récits